Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver après une interruption de 6 mois. La semaine éco reprend avec grand plaisir et vous retrouve chaque mardi soir pour un débat économique. Ce soir, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous parler de la crise mondiale du coronavirus. Inévitablement, c'est le sujet de l'heure et c'est le sujet qui concerne également la sphère économique. Une crise qui n'est pas que sanitaire, elle impacte également les finances et l'économie réelle de nombreux pays, dont l'Algérie, bien entendu. La crise du Covid-19 qui a démarré en Chine est en train d'avoir un effet domino sur le reste du monde. Notre économie est déjà très largement fragilisée par une crise financière chronique, devrait connaître un ralentissement. On s'intéresse justement à l'économie réelle, aux entreprises, à leur comportement et à la manière avec laquelle elles vont amortir ou pas le choc de cette crise du coronavirus et l'impact également que pourrait avoir cette crise sur les consommateurs. Est-ce que les pouvoirs publics pourront et sauront amortir ce choc? Sauront-ils également apporter des solutions aux problèmes qui probablement vont se poser ou qui se posent d'ores et déjà au niveau de la sphère économique réelle, donc au niveau des entreprises, afin de protéger notamment les salariés et les emplois? Voici donc le débat que nous faisons ce soir et nos invités, d'abord je les remercie d'être venus participer à ce débat par ces temps difficiles, venus donc nous éclairer sur cette question qui nous concerne tous. Nous avons avec nous M. Sami Agli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Forum, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir également M. Karim Gash, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du ministère du Commerce. J'ai le plaisir de recevoir Mme Akassem Fottom, bonsoir. Merci. La présidente directrice générale de Saïdal. Merci. Et enfin M. Hossein Bendif, directeur général par intérim de la gestion du secteur public marchand. Bonsoir. Merci. Voilà donc, vous savez tout sur nos invités. Avant d'entamer ce débat, comme à l'accoutumée, regardons ensemble un commentaire qui va résumer le contenu du débat que nous allons faire. Un débat qui inévitablement va commencer à l'international puisque cette crise nous vient d'ailleurs et elle vient de Chine. Regardez le commentaire de Mariam Damis. Le coronavirus est apparu en Chine en décembre 2019. Sa propagation rapide l'a transformé en pandémie et est en train de créer des chocs sur l'offre et la demande de différents secteurs. L'impact économique se fait déjà sentir dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Toujours dans le contexte de la propagation de l'épidémie, l'Organisation de coopération et de développement économique a annoncé que la croissance mondiale devrait être de 2,4% au lieu de 2,9% initialement prévu avant le début de la maladie. Celle de la Chine devrait s'établir à 4,9%, soit un recul de 0,8%, entraînant dans son sillage toutes les grandes économies du monde. La Réserve fédérale américaine a annoncé une nouvelle baisse surprise de ses taux d'intérêt. La relance de ses achats de titres sur les marchés est une action coordonnée avec les autres grandes banques centrales pour fournir des liquidités en dollars au marché. L'impact de la crise économique mondiale sur l'Algérie est certain. Il paraît d'abord à travers ce dégât collatéral de la pandémie, celui de la chute brutale des prix du pétrole. Un baril en dessous de la barre des $35 va fortement affecter les finances publiques déjà fragilisées par une crise financière chronique. L'autre impact touchera la sphère des entreprises et la sphère commerciale. La Chine, qui est l'atelier du monde, est quasiment à l'arrêt, ce qui immobilisera l'ensemble des sociétés dépendantes de fournitures venant de ce pays, mais aussi des pays européens fortement touchés par la pandémie. Les échanges de services devraient aussi se ralentir de plus en plus les prochains jours, à mesure que les pays partenaires entrent dans un processus de confinement. D'autre part, les grands espaces commerciaux ferment progressivement, entraînant une perte substantielle pour les opérateurs. Ce ralentissement aura certainement un coût et les premiers à payer la facture seront sûrement les entreprises et leurs salariés. À quel point les pouvoirs publics pourront ralentir l'impact de cette crise mondiale sur le tissu entrepreneurial, la question reste entière.
Et à cette question, nous allons tenter de répondre à travers nos invités, bien sûr. Nous allons commencer par nous intéresser sur la capacité, ou en tout cas le degré de prise de conscience des Algériens, qu'ils soient employés, qu'ils soient chefs d'entreprise. Le degré, à quel degré, en tout cas, ils ont pris conscience de la gravité de cette pandémie. On ne donne pas les chiffres, évidemment, les chiffres sont communiqués au quotidien et ils fluctuent énormément, mais à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, on s'attend à une propagation extrêmement rapide. De prime abord, Sami Agli, est-ce que les patrons d'entreprise ont pris des mesures au sein des sociétés pour protéger en fait les salariés? Merci pour l'invitation. Effectivement, les patrons d'entreprise, c'est des citoyens avant tout, hein, c'est des citoyens algériens qui sont concernés directement par ce qui se passe. Nous vivons dans ce pays qui appartient à cette planète-là, nous ne vivons pas dans une autre planète que la planète Terre. C'est une pandémie mondiale. C'est un état de fait qui est là et les entreprises, bien entendu, ils en sont conscients. Nous, de notre côté, on a commencé à sensibiliser déjà les acteurs économiques. On a trouvé beaucoup déjà, ils avaient pris leur devant pour déjà prendre des mesures exceptionnelles à cette situation. Quels sont les réflexes? Quelles sont les premières mesures? Les réflexes, moi je pense déjà, il y a eu s'équiper au niveau des sites de production ou des administrations ou des bâtiments recevant tout simplement du public avec des gels désinfectants, avec des gants, avec des masques, que juste pour rappel, on n'en trouve pas déjà. Hein. Beaucoup d'acteurs économiques ont des difficultés à trouver. Déjà une grosse tension sur ça. Déjà, il y a ça. Et puis, s'adapter par rapport avec leur personnel, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes malades. Déjà, ils ont commencé à être libérés en priorité. Mais je pense que les choses vont s'accélérer dans les prochains jours, à notre sens. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une prise de conscience réelle. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fermé leurs portes pour des durées indéterminées? Oui, malheureusement, ils ont fermé à cause déjà de cette crise, la crise économique qui était là, en plus de cette crise qui est en train de complètement compliquer les situations. Vous trouvez par exemple les secteurs touristiques aujourd'hui, on a plusieurs hôtels qui ont fermé. Aujourd'hui, ils sont complètement à l'arrêt. Ils ont fermé à cause de la crise, mais à cause de cette situation, il n'y a plus personne qui vient chez eux. Les secteurs, les écoles par exemple de formation, aujourd'hui, c'est des secteurs aussi qui sont complètement sinistrés, mais d'une manière générale, il y a cette prise de conscience, mais aussi cette adaptation à la réalité qui est imposée par cette crise. Si les entreprises ferment ou réduisent leurs salariés, c'est pour deux raisons. D'abord pour les protéger, mais comme vous le disiez aussi, parce qu'elles sont sous le coup d'une crise en fait, d'intrants. On va le développer plus tard dans le débat. Je vais poser la question à vous, Madame Akassem. Au niveau de Saïdal, j'imagine, bien entendu, en tant que laboratoire national pharmaceutique, les mesures ont été prises aussi. Merci Madame. Bien sûr, le groupe Saïdal étant un acteur quand même assez important dans la politique de santé publique, nous avons aussi un système de veille et grâce à cela, nous avons été parmi les premiers à mettre tout de suite en place 5 actions primordiales. Alors parmi ces actions, premièrement, il y avait d'abord une instruction en interne pour mettre en place tout ce qui est préventif. Ça, c'était la première action. Aussitôt après les 5 actions, c'était la deuxième, c'était aussitôt, on a mis en place le système hygiène et sécurité parce que nous avons des médecins en place qui sont concernés par cela. Alors, il fallait d'abord tout de suite aller vers tous les travailleurs, les sensibiliser sur les réflexes à avoir. Sur les réflexes à avoir, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de leur famille. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, il fallait aussi tous nos prestataires aussi les sensibiliser, que ce soit parce qu'on a du transport en commun, on avait des cantines, on avait aussi tout ce qui est aussi... Est-ce qu'il y a des segments d'activité que vous avez dû geler? Oui, on a dû geler, mais dans un premier temps, il fallait d'abord une prise de contact, enfin les sensibiliser avec les obligations de les fournir en masque, en nettoyant, et ça c'était par rapport à nos acteurs. Le quatrième point, c'était aussi ce système de veille au point de vue communication. On a mis des affiches partout dans tous les sites, et vous savez que nous avons des sites à travers tout le territoire. L'aspect sensibilisation, l'aspect affichage, l'aspect conduite à tenir, l'aspect aussi communication dans le sens où il fallait être au courant de toutes les données au niveau du ministère de la Santé, quelles sont les données de mise à jour, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. On suivait de près et les gens devaient être au courant. Étant donné que Saïdal, évidemment, comme tous les laboratoires, sont très extravertis, donc tournés vers l'international, vu que beaucoup d'intrants sont importés. On va en parler dans un petit moment, justement, cet aspect-là. Et le cinquième point, c'était aussi
l'analyse des flux, c'est-à-dire qu'il fallait contrôler les flux, aussi bien les fournisseurs qui avaient peut-être des rendez-vous, ou bien même des visiteurs qui devaient venir avec une barrière à l'entrée par rapport à toutes les précautions qu'il fallait prendre. Donc ça c'était vraiment... Ça fait partie des principes RSE aussi. Hein, voilà, et qu'on a mis en place avant même toute instruction. Et là, c'était quand même le premier réflexe grâce à la veille que nous avons mis en place. Alors évidemment, on s'attendait un petit peu à votre réponse, étant donné que c'est un laboratoire pharmaceutique, donc vous êtes un peu mieux placé pour connaître les réflexes à avoir. Est-ce que le département de l'industrie, on commence par vous, nous avons le commerce et l'industrie, est-ce que vous avez entamé des orientations ou peut-être des indications au regard de la sphère économique des entreprises afin de les sensibiliser, de leur demander en tout cas de prendre un certain nombre de mesures pour freiner, on est toujours dans la logique de freiner la propagation de l'épidémie. Merci d'abord pour l'invitation. Donc effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que nos managers, ils ont pris en considération cette menace parce que il faut le dire, au début, peut-être les gens étaient un peu hésitants sur la propagation de ce virus au niveau mondial. Et l'Algérie, elle est en plein dedans, donc il y a une crise. Nos entreprises, c'est à travers tout d'abord les contacts permanents dans le cadre de nos activités, donc ils sont sensibilisés. Bien sûr, nous avons appuyé certaines entreprises en matière de communication au niveau de ces entreprises, mais au niveau aussi de notre département ministériel. Donc les premières mesures, c'est que nous nous sommes dotés des produits nécessaires à l'hygiène, et puis surtout sur la question de rassemblement, d'organisation au niveau des chaînes de production. Donc les chefs d'entreprise prennent on charge ça de manière très très sérieuse. Pour ce qui est du département du commerce, on a su hier que deux grands centres commerciaux, un situé à Babzoar, l'autre à Essenia, pour ne pas les citer, ont décidé de fermer leurs portes. Ils drainent énormément de monde, environ 10 à 20 000 visiteurs par jour. Ils ont uniquement laissé l'espace dédié à la grande distribution ouvert. Ça a été, j'imagine, une décision prise par le groupe. Est-ce que vous, ministère, entendez demander donc, à l'ensemble des distributeurs de faire de même? Alors, je vous remercie pour l'invitation. Pour ce qui est de la fermeture des activités connexes, je dis bien activités connexes de certains centres commerciaux, celles-ci ont été prises en application d'arrêtés des walis concernés. Il se trouve que suite donc à la propagation de ce virus, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures visant à endiguer ce phénomène. Il a été installé au niveau central une cellule de crise nationale qui est placée sous l'autorité de M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et des cellules de crise au niveau de chaque wilaya. Ces cellules de crise sont présidées par messieurs les walis et sont composées des responsables directement ou indirectement concernés par cette question. Les walis ont toute la latitude de prendre les décisions qu'ils estiment nécessaires à la lumière de l'évolution de la situation. C'est ainsi qu'au niveau de la wilaya d'Alger, par exemple, la cellule de crise de la wilaya d'Alger a jugé nécessaire la fermeture d'un certain nombre de commerces. Donc il s'agit entre autres des salles des fêtes, des activités qui polarisent ou qui cristallisent une grande affluence du public pour essayer de... Ceci dit, il est hors de question, à l'heure où je vous parle, de prévoir la fermeture des centres commerciaux ou des surfaces contribuant à l'approvisionnement normal des populations. En tout cas sur injonction, c'est-à-dire il n'est pas prévu que ce soit le ministère qui le demande. Hein. Non, ce n'est pas le ministère qui le demande, parce qu'au niveau de chaque wilaya, il existe une cellule de crise, et c'est elle qui décide des activités à restreindre. Oui, c'est les cellules déconcentrées qui décident. Voilà, c'est les cellules déconcentrées qui décident, à la lumière des éléments d'information dont elles disposent et qui peuvent les aider à prendre ce genre de décision. Pour ce qui nous concerne, en tant que département du commerce, il est mis à notre charge le suivi
des conditions d'approvisionnement des populations, notamment en produits de première nécessité. Dans ce cadre, et nous avons procédé il y a quelques jours à l'installation d'une cellule de crise au niveau du ministère du Commerce, qui est présidée par monsieur le ministre en personne et qui est composée des principaux responsables, des directeurs généraux et des directeurs centraux concernés. Cette cellule de crise a pour mission essentielle, le suivi de l'état d'approvisionnement du marché, wilaya par wilaya. C'est-à-dire que nous nous rencontrons tous les jours à 16 h, nous recevons des rapports détaillés des 9 directions régionales qui font état de la situation de l'approvisionnement du marché, notamment en produits essentiels. Alors, par produits essentiels, il est entendu donc le pain, la semoule, la farine, et les produits alimentaires de base, mais également les produits agricoles frais. Pour ce qui est des produits agricoles frais, je rassure d'ores et déjà les populations sur le fait que l'Algérie est aujourd'hui autosuffisante. Nous n'avons pas besoin de... Nous ne sommes pas tributaires d'importation. Pour ce qui est des produits qui sont importés, le blé, la poudre de lait et tous les autres produits, nous disposons aujourd'hui, à travers les organismes publics de régulation, de stocks suffisamment importants pour pouvoir couvrir la consommation durant de longs mois. Cependant, il est malheureux de constater, malheureux, ça fait entre guillemets, que durant les 72 dernières heures, il a été constaté un accroissement extraordinaire des niveaux de la demande sur certains produits, entre autres la semoule, etc. Il y a comme un vent. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays touchés par ce virus. Sauf qu'en Algérie, ce phénomène a été constaté essentiellement au niveau de la capitale et au niveau de certains grands centres urbains, Oran, Constantine, Alger. Si je devais décrire ce dont vous parlez, ce sont des étalages vides. Voilà, ce sont des photos relayées à travers les réseaux sociaux. On les a vus. Beaucoup de centres commerciaux ou de supérettes en fait sont quasiment vides parce que les gens ont acheté de manière effrénée. Il y a une peur, il y a une crainte sur la disponibilité. Est-ce que demain, on sait très bien que l'Algérie importe énormément de produits, les Algériens se posent la question, est-ce que demain ces importations vont pouvoir être assurées et ces produits vont être assurés, notamment tout ce qui est à base de céréales? Tout ce qui est à base de céréales, je vous l'ai dit, je vous le redis, nous sommes suffisamment pourvus en stock de sécurité qui nous permettent de fonctionner au moins pendant 6 mois. Alors on parle de stock stratégique pour ce qui est des produits, des intrants de base qui servent à la production de produits de large consommation. Quel est le stock stratégique? Quelle est la durée justement de ce stock stratégique? Il varie d'un produit à un autre, ça dépend. Si vous prenez la poudre de lait, nous avons de quoi consommer jusqu'au mois de septembre. Nous sommes à l'aise. Ceci pour les stocks, ce qu'on appelle entre guillemets les stocks intramuros, les stocks qui sont actuellement disponibles au niveau des organismes de régulation. De gestion et de régulation. Voilà. Et ces stocks là sont variables selon la nature du produit. Alors on est rassuré sur la disponibilité, mais est-ce qu'il peut y avoir justement un écueil au niveau de la production, parce que on ne consomme pas de la poudre de lait qui sort droit de l'ONIL, ni du blé droit sorti de l'OAI, c'est égal à la transformation, et ça passe par les entreprises. Aujourd'hui, est-ce que les Algériens ont raison de croire que les entreprises algériennes, il y a énormément de produits agroalimentaires qui sont produits localement, pourraient donc ne pas pourvoir le marché en produits finis? Je pense que ça dépendra, encore une fois, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, je pense que ça dépendra encore une fois de la nature du produit. On ne peut pas dire que oui, on est assez... on a assez d'outils de production pour couvrir tel ou tel produit. Cependant, on n'a pas vu, je pense, que sur des produits de première nécessité, d'outils de production manquants. Même plus, on a des activités qui sont même couvertes au double et même au triple. Au triple, je pense que c'est ce côté-là, mais tout dépendra maintenant du produit. Si vous parlez par exemple de produits de première nécessité comme la semoule, le blé, la farine ou les autres produits, je pense qu'il y a assez
d'outils de production, même on a plus qu'il en faut. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Mais je parle de produits de première nécessité. Mais après, on peut être très large dans ce qu'on appelle en crise. Moi, je pense que la priorité, c'est déjà de couvrir les produits de première nécessité et ne pas un peu se concentrer et mobiliser de la ressource sur le reste. Mais juste pour assurer, aujourd'hui, les outils de production, les entreprises sont assez structurées, sont assez outillées pour, je pense, s'adapter par rapport à cette situation. Pour rappel exceptionnel, qu'on espère qu'elle ne va pas durer longtemps, mais le reste, je pense, c'est surtout, il faut s'inquiéter sur l'impact de la crise économique de manière générale. Ça, je pense qu'on va en parler. Je rejoins GMO sur ce que vient d'être dit, bien sûr par rapport au stock. Donc, Monsieur le secrétaire général, il a bien précisé que nous avons suffisamment pour une longue période. Moi, je dirais aussi que le tissu industriel en la matière, c'est-à-dire dans la filière agroalimentaire, je pense que nous sommes très très bien implantés tout d'abord sur le plan national, sur notre territoire, et que nos entreprises assurent, nous avons une offre qui dépassait la demande. Donc, même en matière de potentiel de production, donc nous avons tous les atouts aujourd'hui et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en matière surtout des produits de première nécessité, tels que la semoule, la farine. Et nous avons aussi un réseau qui a été appuyé par la création d'une entreprise qui était dédiée. C'est comme on avait prévu et anticipé ce genre de crise qui est l'entreprise d'Icopa qui s'est implantée de manière très très importante sur notre territoire et qui assure justement non seulement les produits de première nécessité mais d'autres produits tels que pois chiches, café, thé, légumes secs et tout. Donc sur ce plan-là, je tiens à le dire parce que c'est très important que nous sommes bien organisés. Dieu merci, sur cette filière de l'agroalimentaire et que nous maîtrisons la situation. Donc, et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on maîtrise aussi les prix? Alors aujourd'hui, sur le réseau commercial, on assiste à de la spéculation. On y est habitué, mais au mois de Ramadan, là, le mois de Ramadan est encore loin. Évidemment, il y a une spéculation par rapport à cette crise, par rapport à une crainte qui est légitime quelque part des Algériens qui ont un besoin effréné de stocker. Vous l'avez dit notamment dans la région du Nord. Est-ce que cette spéculation, est-ce que ces hausses des prix injustifiées souvent sont actuellement régulées? Je ne pense pas qu'il ait été constaté jusque-là une quelconque hausse de prix ayant affecté les produits de large consommation. Il est vrai que nous avons constaté des hausses de prix anormales, voire exorbitantes, ayant affecté tout ce qui est solutions hydroalcooliques, tout ce qui est masques. Effectivement, là, nous sommes en présence d'une situation exceptionnelle. Là, il est vrai. Par contre, pour ce qui est des prix des produits de première nécessité et même des produits agricoles frais, les prix sont restés au niveau habituel. Lorsque la demande augmente, en général, l'offrant va augmenter ses prix. Automatiquement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de régulation depuis longtemps, depuis toujours, évidemment, quand on s'adresse à votre département, mais par ces temps de crise et par ces temps particuliers et très difficiles, est-ce qu'il y a un process différent, nouveau, que le ministère entend mettre en place pour justement cadrer cet aspect de spéculation? Bien sûr. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, madame. Nous avons pris un certain nombre de mesures en concertation avec les autres départements comme les ministériels, notamment le secteur de l'agriculture et de l'industrie, à travers les organismes publics de régulation. Il faudrait rappeler que la mission de régulation du marché est mise à la charge des ministères de l'agriculture et de l'industrie. Nous, en tant que ministère du Commerce, il est effectivement inscrit à notre charge la régulation du marché, sauf que nous ne disposons pas d'outils de régulation. Les entreprises en charge de la régulation sont placées sous l'autorité ou bien du ministère de l'Agriculture, pour ce qui est de l'OAIC, l'ONIL, ou bien du ministère de l'Industrie, Concert Agrodiv, etc. Sauf que nous travaillons de concert. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Des instructions ont été adressées aux 48 directeurs de wilaya à l'effet de renforcer la coordination avec leurs homologues des secteurs dont je viens de citer le nom, pour
suivre l'état d'approvisionnement du marché et de mettre en place des brigades de contrôle qui seront chargées spécialement, du contrôle des stocks, des niveaux des stocks des opérateurs intervenant dans ces segments de marché et de réprimer toute hausse injustifiée ou anormale qui viendrait affecter tel ou tel produit. Alors vous devez sûrement le savoir, l'Association nationale des commerçants et artisans algériens a relevé que la demande sur les produits alimentaires aurait, ils le disent au conditionnel, augmenté de 30%. Ils parlent des légumineuses, des céréales, des farines et semoules, du lait, de l'huile, du sucre et du café. C'est une source vérifiée, il s'agit de l'unique association nationale qui représente les commerçants et artisans algériens. Donc on parle bien d'une situation qui est en train de probablement échapper peut-être aux outils que vous venez de... Non, d'abord j'en appelle au bon sens. Et il faudrait que les gens comprennent. Il y a un travail de pédagogique, il y a un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait à travers les associations de consommateurs et à travers les unions professionnelles. Et aussi en direction des consommateurs pour leur expliquer que cette frénésie, cette fièvre acheteuse, j'allais dire, que ce phénomène d'autostockage ne menait nulle part. Et les gens ont tendance à les stocker parce qu'ils veulent éviter aussi le contact en fait avec le contact régulier dans des lieux où ils pourraient être contaminés. Nous sommes en présence d'un instinct de survie. Oui, les gens ayant peur, ayant entendu parler de confinement sanitaire, ayant entendu parler, et par réflexe, les gens ont tendance à acheter le double, le triple, voire 10 fois plus ce dont ils ont besoin. Justement, je voudrais vous poser la question. La population, en tout cas. Est-ce qu'il est plus dangereux, est-ce qu'il est plus dangereux d'aller régulièrement s'approvisionner, en denrées alimentaires, ou bien faut-il au contraire y aller une fois pour toutes, acheter pour un stock de 2 semaines voire 1 mois? La question est pour vous, madame. Écoutez, au point de vue sanitaire, nous n'avons pas assez de données pour savoir mais l'essentiel, c'est d'aller dans la prévention, d'aller dans les conditions prérequises. Donc, quand on respecte ces conditions, je pense qu'il n'y a pas de risque. Donc, je pense que c'est vraiment un état de psychose où je rejoins monsieur pour dire qu'il va falloir avoir de la communication pour la population, pour essayer de leur dire les conduites à tenir. Mais je ne pense, et éviter les confinements bien sûr, mais le fait d'aller plusieurs fois, de mon humble avis, ça ne dérange pas. En ayant bien sûr les réflexes de protection, à savoir le lavage des mains et le masque. Voilà, et moi je voulais juste rajouter par rapport aux médicaments, je tiens à reconforter que c'est un domaine très réglementé et réglementaire. Oui. Les prix sont vignetés, donc il n'y a pas... Je vais revenir vers vous tout de suite pour la question de l'approvisionnement pour médicaments. Monsieur Bendif. Je voulais réagir par rapport à cette question posée sur l'augmentation des prix. Moi, je suis pas d'accord parce que... Avec les chiffres de l'association des commerçants et artisans. Parce que dans cette filière, nous avons, monsieur le secrétaire général venait de dire que nous avons un grand groupe au niveau de l'industrie qui est Agrodiv et qui est implanté sur tout le territoire national et que les prix n'ont pas augmenté, je peux vous le rassurer. Et on n'augmente pas comme ça sur une décision... surtout dans des conditions pareilles. Il y a une tension, et ça se comprend, le citoyen voudrait s'approvisionner peut-être à l'avance, mais même ce phénomène, moi ce que j'ai remarqué en tant que citoyen, il n'y a pas eu une ruée sur ces produits. Donc quelques-uns, une partie de la population, mais il n'y a pas une ruée sur l'achat de ces... Et on n'a pas non plus de chiffres exacts, de données exactes sur ce que nous avançons, on est d'accord. Tout à fait. Il est difficilement mesurable, il est difficilement quantifiable de pouvoir dire tel produit a subi une hausse de consommation de tant ou de tant de pourcents. Au niveau de certaines grandes surfaces, par exemple ici à Alger, on nous a effectivement confirmé que le chiffre d'affaires qui avait été réalisé avant-hier, c'est-à-dire dimanche soir, était équivalent à celui de 3 jours pour certains produits alimentaires. Il y a eu ce phénomène, sauf que
Et c'est là un message d'apaisement que je voudrais transmettre. L'Algérie dispose aujourd'hui, alhamdoulilah, d'un tissu commercial et industriel qui lui permet de faire face. Aujourd'hui, nous comptons plus de 2 100 000 commerçants répartis à travers les 1541 communes que compte l'Algérie. Et la nature de ce commerce en Algérie, nous n'avons pas ce phénomène de grande surface. Oui, donc c'est beaucoup plus simple qu'une configuration qui est faite de commerce de proximité. Ce qui était un mal avant, maintenant est peut-être finalement un bien. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui est des produits de première nécessité, il n'y a aucun problème. Nos capacités de trituration, comme l'a dit M. Igli, sont 3 fois supérieures aux besoins de consommation, de trituration de blé destiné à la fabrication aussi bien de farine que de semoule. Idem pour le lait. L'essentiel de nos laiteries aujourd'hui fonctionne à 50% de leur capacité réelle de production. C'est-à-dire que l'appareil de production est aujourd'hui à l'aise, pour peu que la matière première soit disponible. La matière première aujourd'hui, elle est disponible. Pour ce qui est des produits agricoles frais, les produits maraîchers, l'Algérie est aujourd'hui autosuffisante. Nous avons un secteur agricole qui produit suffisamment et qui peut affronter la pomme de terre, vous connaissez. Nous sommes en situation de surabondance. D'excédent. Je pense qu'on a compris l'idée, Monsieur Guech. Il y a donc, ce sont des secteurs qui sont protégés, on va dire, en termes de quantité. Sami Agli, lorsqu'on est dans une entreprise, et une entreprise qui dépend d'intrants qui sont importés, on se pose la question actuellement, comment les entreprises font-elles face à cette situation, sachant que d'une part l'atelier du monde qui est de la Chine est actuellement au ralenti, il y a une reprise mais elle se fait très progressivement étant donné que les difficultés ont été très très grandes au niveau du secteur économique, mais il y a aussi les frontières avec le monde qui commencent à se cloisonner, en tout cas les frontières aériennes pour l'instant. On ne parle pas encore de frontières. Quel impact? Le maître mot ici, c'est l'adaptation. De toute façon, nous, on dépend, quel que soit le truc d'importation, on dépend d'intrants, qu'on le veuille ou non, en matière première ou équipement ou autre chose. C'est que certainement, on va subir une crise sur ce plan-là, certainement. Mais je pense qu'il faut de l'adaptation par rapport à ça. Ça va être difficile parce que vous avez parlé de la Chine. Aujourd'hui, on parle de 400 000 conteneurs qui sont stockés dans les ports chinois, qui n'ont pas... Il n'y a pas de transport, il n'y a aucun conteneur qui sort. Alors, même quand ça se débloque, moi je pense que ça prendra beaucoup de temps pour s'adapter. Le transport, il n'y a pas assez de transport. Des entreprises je vous ai parlé d'une crise, là on parle d'une crise, il faudrait s'adapter par rapport à ça. Malheureusement, c'est une crise qui se rajoute à la crise économique qu'on a vécue en 2019 déjà et qui a bien démarré, bien installé en 2020. Moi je pense qu'il faudrait s'adapter. Il y aura des secteurs complètement qui vont être touchés. Il y aura des industries qui malheureusement vont être fermées. Et nous on le voit. Il y a des secteurs qui commencent déjà où la matière première augmente, où la rareté, où on le voit au quotidien. Et c'est une conséquence. Moi, avant même la crise, on a vu l'exemple de SNVI qui a dû mettre au chômage technique ses employés, tout simplement parce que les kits SKD étaient bloqués au port. Donc ça c'est juste simplement pour donner à nos téléspectateurs une échelle de valeur de la sensibilité. Oui, peut-être c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va dire que lorsque les intrants n'arrivent pas, et bien tout simplement... On dépend du monde, on dépend d'intrants obligatoirement importés malheureusement. Et là, moi, j'aimerais revenir rapidement sur ce que vous avez parlé des prix. C'est pas l'industriel qui augmente le prix. C'est pas la société qui produit. Il y a le maillon qui est important aujourd'hui, la distribution qui est une grosse faiblesse chez nous. Les distributeurs, parce que souvent il y en a plusieurs. Oui, je parle de la distribution en général. Le maillon qui gère de la distribution, toute la chaîne. Et là, il faut vraiment être très rigoureux. Il faut moi, je pense qu'il faut lancer un appel sur l'éthique. Je pense que c'est là où on a réellement montré... L'éthique et le contrôle, parce que... Solidarité. Aussi, oui, au-delà du contrôle, mais on ne peut pas tout contrôler. On parle de 2 millions de commerçants, vous ne pourrez jamais contrôler. Je parle là, il faut beaucoup sensibiliser sur l'éthique, la solidarité. Aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre une situation ordinaire. Il y a une crise mondiale et c'est là où réellement, moi je pense l'Algérie en général, il est solidaire. Moi je pense que lancer un appel, rappeler, surtout dénoncer quand on voit des pratiques comme ça qui ne sont pas éthiques, il faut un civisme aujourd'hui commercial. Il faut l'appeler peut-être comme ça.
en attendant le civisme, il existe certes, mais on sait, et nous sommes des êtres humains, en temps de crise, il y a toujours un segment de l'économie qui va être opportuniste, qui va essayer de profiter. C'est dans la nature, on va dire, du comportement des acteurs économiques. Vous avez dit que les entreprises allaient donc probablement et sûrement souffrir de la rareté des intrants. On a vu en Europe, on a vu aux États-Unis, la Fed, la Banque fédérale américaine et la BCE, la Banque centrale européenne, a pris des mesures pour soutenir le tissu entrepreneurial. Ils ont baissé les taux directeurs, donc ils ont baissé le poids, enfin le prix de la dette afin que ces entreprises puissent continuer à vivre, parce que c'est essentiellement leur trésorerie qui est malmenée dans cette crise. Est-ce que l'Algérie, en tout cas le département de l'industrie, réfléchit à soutenir les entreprises dans le cas où cette crise perdure et dans le cas où des entreprises vont devoir fermer? Oui, la réflexion, elle est lancée déjà au niveau du ministère. Donc, nous sommes en train de suivre de très très près cette crise. Et que, effectivement, moi je rejoins Sami Agli, nos entreprises sont en difficulté, il faut le dire, du fait que nos intrants pour la production nationale dépendent de l'extérieur, notamment de la Chine, parce que la Chine c'est le premier fournisseur de l'Algérie, donc c'est tout à fait normal. Même si cette crise va se terminer, les répercussions, on va les voir. Prendre du temps. Ça va prendre du temps. D'inertie. Moi, je pense que l'année 2020 serait une année vraiment très marquée par une régression en matière d'agrégat de nos entreprises. Donc, sur le plan de l'activité, il y aura une sous-activité. Quelles sont les filières dont vous prévoyez un fort ralentissement, voire même peut-être des fermetures, il faut le dire ainsi, étant donné que l'importation d'intrants n'arrive pas, et en même temps, vous le disiez, Sami Agli, c'est un tissu qui a été fragilisé par une crise. Vous savez, moi je dirais peut-être pratiquement tous les secteurs sont concernés, mais je dirais l'électronique, par exemple, l'électroménager, parce que nos intrants dépendent de nos partenaires à l'étranger, et qu'aujourd'hui, non seulement il y a le virus, il y a le confinement de ces pays, donc il n'y a pas de contact pour le transport. À cela s'ajoute aussi le déplacement des personnes, parce que nos managers, ils doivent signer des contrats avec les fournisseurs, ils doivent se déplacer, négocier, commercer. Et aujourd'hui, c'est impossible. Donc, je ne sais pas si on va utiliser les nouveaux moyens de communication à travers les Skype, Internet et tout pour ces échanges. Là, mais ça va poser. Le télétravail, l'adaptation. Juste pour compléter, en fait, il n'y a pas de secteur aujourd'hui qui est épargné. Peut-être, on va malheureusement classer les secteurs par les secteurs les plus touchés, mais tous les secteurs sont aujourd'hui. La crise se place d'une manière transversale dans l'ensemble de l'économie. Vous allez trouver de la PME à la multinationale, à la grande société, la grande mais on va dire que la TPE est plus facile. J'y arrive. Et après, vous avez des entreprises et des secteurs qui sont beaucoup plus vulnérables que l'autre. Prenez la TPE, prenez les entreprises de services, prenez le tourisme aujourd'hui, qui est un secteur sinistré. Et là, je lance un appel d'urgence carrément pour ces secteurs-là. Il faut trouver une solution. C'est des gros employeurs. Le but et l'axe prioritaire, c'est comment épargner préserver l'emploi. Oui. Moi, je pense préserver l'emploi et surtout que l'entreprise reste toujours viable, reste toujours en activité. Moi, je pense ça. Et après, je pars sur des secteurs qui dépendent malheureusement de l'importation, où aujourd'hui, on a un monde qui est fermé. C'est pas propre à l'Algérie, juste pour rappeler. C'est pas propre à nous. On parle de crise mondiale. Nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes très vulnérables par rapport à ça, parce que nous dépendons malheureusement beaucoup de cette importation. Et peut-être cette crise-là va nous rappeler à l'ordre et mettre les choses à plat et revoir l'ensemble de notre modèle économique. On ne peut pas aujourd'hui prétendre à ce développement économique, même demain. La crise va avoir des conséquences sur des mois, peut-être sur des secteurs, peut quelques années. Il faudrait peut-être mettre à plat les choses et revoir complètement notre modèle économique pour ne pas refaire des erreurs. La digitalisation, malheureusement, aujourd'hui, ça peut être un axe. Si on était préparé à cette digitalisation, peut-être le travail à distance... Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais je pense qu'il y en a qui sont adaptés par rapport à ça, il y en a qui sont obligés d'aller le faire.
parce qu'ils sont dans le service, parce qu'on fait tout le travail à distance, et là on revient même au service Internet, et comment est-ce qu'il y a du débit, est-ce qu'il y a des débits, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que les gens sont équipés. On n'est pas préparé en fait à tout ça. En fait, c'est pour ça que je dis cette crise doit mettre à plat les choses, peut-être faisons des analyses approfondies sur réellement notre modèle économique. De toute façon, comment allons-nous sortir et ne pas surtout retomber dans ça. J'espère, Inch'Allah, elle va sortir, pas sortir de cette crise, on ne va pas y rester. Mais combien de temps ça va durer? Mais après, allez-y, madame. L'impact, pour vous rejoindre, même pour les grands groupes, d'où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons à peu près 80% de nos intrants qui viennent, parmi lesquels 60% pratiquement de la Chine, le reste de l'Inde et de l'Europe, y compris les matières premières et même par rapport aux pièces de rechange, par rapport à nos équipements, et même nos équipements. Vous savez que dans le domaine pharmaceutique, les équipements sont d'origine, qui sont haut de gamme, sont d'origine ou allemande ou italienne. Donc pour une pièce de rechange ou pour une mise à niveau par rapport à notre plan de développement, une mise à niveau, nous serons obligés d'aller vers ces partenaires. Un partenaire. La deuxième problématique, ce sera le risque d'augmentation des prix des intrants, parce que c'est moindri. Le risque même d'interdire d'exporter certains produits. Ils vont dire, écoutez, c'est la quantité tellement minime qu'on préférera la garder pour nous. Et nous aussi qui voulions déjà aller dans la stratégie d'exportation, l'interdiction d'exporter nos produits, parce qu'on n'arrivera même pas à couvrir le besoin national. À combien s'élève le stock stratégique des intrants de Saïdal? Alors aujourd'hui, j'ai fait mes calculs hier parce que j'ai su que j'allais faire cette présentation. On a fait un calcul, on a pour, disons, 6 mois à 1 année de stock. Mais sachez, et là, une moyenne de tous les produits confondus, mais sachez que nous allons à peu près au-delà de 150 produits, donc ça varie. Pour certains produits, ça peut être du 6 mois, pour d'autres, mais le maximum de moyenne... On parle des médicaments, produits par Saïdal, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité également sur la capacité des autres acteurs, des autres laboratoires pharmaceutiques à se fournir d'intrants, étant donné qu'il y a des produits qui ne sont pas... des médicaments très sensibles qui sont produits par Saïdal, mais qui sont produits par d'autres laboratoires. Voilà. Là, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai les chiffres sur Saïdal. Mais ce qui est inquiétant, c'est que je l'ai su aussi depuis hier, il y a certains groupes, aussi bien privés que multinationaux, qui commencent à fermer depuis hier leurs entreprises. Vous parlez de multinationales installées en Algérie. Donc ça peut avoir aussi un impact très... Madame Akassem, lorsque vous dites qu'elles ont fermé, c'est-à-dire qu'elles ont fermé dans le cadre d'une conjoncture de pandémie. De pandémie. Donc une fermeture momentanée. Non, pas de rupture. Non, pas de rupture. Mais disons qu'à partir du moment où si ça dure dans le temps 3 mois, 6 mois, on espère ça peut avoir un impact sur l'offre. Ça peut avoir un impact sur l'offre. Oui. Je voudrais, avant de vous donner la parole, écouter un autre opérateur qui travaille dans un domaine connexe au vôtre. Il s'agit d'une entreprise, c'est la plus importante en Algérie. Elle produit des gels hydroalcoolisés à destination des structures hospitalières. Et je souhaiterais vous la faire écouter. Son intervention parle justement de la difficulté d'une entreprise, un lambda, à pouvoir s'approvisionner en intrants. Mais son intervention est encore plus, on va dire, pertinente aujourd'hui et ce soir lorsqu'on parle d'un produit qui est très demandé, celui des gels. Écoutez l'interview accordée à Amel Bouakba, du directeur général de Nosoclean. L'épidémie a démarré, on est à 3 mois et 1 jour au jour d'aujourd'hui. Et on va dire qu'on s'est réveillé les 2 derniers mois. Le premier mois, c'était le wait and see. Tout le monde attendait un petit peu ce qui allait se passer. Et puis les choses, la deuxième phase est arrivée très très vite. Et on a vu ce qui s'est passé un petit peu en Corée d'abord, puis après la Chine, ensuite l'Italie récemment et la France. Et là, on a été sollicité, énormément sollicité par les entreprises, qu'elles soient publiques, étatiques, ou libérales, privées, y compris les entreprises aussi, qui nous ont énormément sollicité
quel que soit le type d'entreprise. De la laiterie jusqu'à l'industrie pharmaceutique, tout le monde essaye de protéger les personnes ressources qui travaillent dans leurs établissements. Donc, en tant que partenaire justement du ministère de la Santé, vous avez été contacté par le ministère pour fournir aussi des hôpitaux. Absolument. Nous, on est une société très connue dans le domaine de l'hygiène hospitalière et nous avons une école de formation aussi qui est intégrée à Nosoclean, qui est Nosoclean Academy. Donc, on est effectivement un bras et on fournit, on est très actif dans le domaine de la formation et de la sensibilisation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des quantités suffisantes pour couvrir le marché? Oui et non. Sur les mains, on n'est pas très bien, on n'a pas beaucoup de stock en dehors de quelques tonnes encore qui restent, 11 tonnes pour les savons antiseptiques. Donc on a encore du savon antiseptique, mais en solution hydroalcoolique, je ne peux rien vous proposer au jour d'aujourd'hui. Les messages que je voudrais faire passer à tous les ministères avec lesquels nous travaillons, je cite l'énergie, le commerce, le MDN, de nous faciliter l'acquisition des autorisations, de nous faciliter de faire sortir et de dédouaner les marchandises qui sont en souffrance, parfois en sous-douane, dans les ports et les aéroports d'Algérie. Donc dans ces situations, je pense qu'il est utile que les inspecteurs aient un peu de sagesse et nous aident à sortir et à rapidement mettre en place les produits que nous attendons. Voilà, c'est de la souplesse que nous demandons. Nous sommes franchement en guerre avec nos fournisseurs américains, européens. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de dictat aussi qui se met en place. Ils fabriquent européenne et pour le globe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les laboratoires sont réquisitionnés par les pouvoirs publics de ne pas vendre à l'export. Donc, je suis en train de négocier quelques tonnes de solutions hydroalcooliques que j'aimerais ramener, je l'espère, Inch'Allah, dans les semaines à venir et que je puisse être actif dans le terrain au plus près des patients. S'il te plaît, Amina. Pardon, j'ai refait une photo. Voilà. Ça, tu le gardes, je le garde. Voilà, on vient de voir... non, c'était pas de la publicité, je pense que c'est un produit qui... C'est l'unique producteur de gel hydroalcoolisé à usage hospitalier. Alors, je pense que c'était important d'écouter... Pas unique. Il y en a d'autres, ok. Dans le secteur public, par exemple, nous avons Chimica qui vient de mettre sur le marché un bon produit qui dépend d'un grand groupe public et sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble. Oui. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire la disponibilité du produit X, quelle que soit sa marque. Je pense que c'était important d'écouter, de l'entendre dire l'importance de la flexibilité. C'est ce qu'il demande en fait. Il demande de la flexibilité, de la souplesse, mais aussi, comme je l'ai dit au début de mon intervention, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et pour ne rien vous cacher, pas plus tard qu'hier, nous avons tenu une réunion qui a duré pratiquement plus de 2 heures avec les principaux acteurs de la filière pharmaceutique, c'est-à-dire le Conseil de l'ordre des pharmaciens et les syndicats des officines, des pharmaciens d'officine. Et il a été porté à notre connaissance, entre autres difficultés qu'il rencontrait, c'est la rupture de stock en solution hydroalcoolique. Il se trouve aujourd'hui que nous disposons de producteurs et nous disposons également d'importateurs de ce produit. Sauf que les mesures permettant l'importation de ce produit sont effectivement très lourdes. Elles nécessitent un certain nombre d'autorisations et pour ne rien vous cacher, par exemple aujourd'hui, l'alcool qui est un élément fondamental et un intrant fondamental dans la fabrication des solutions hydroalcooliques relève du monopole de l'État à travers le ministère des Finances. Donc, pour pouvoir monopole, c'est-à-dire autorisation pour l'importation et la commercialisation. Donc, et en plus de ça, il lui a été porté à notre connaissance un certain nombre de difficultés liées à l'obtention d'autorisation de transport avec certains ministères, etc., etc. Nous avons fait, pas plus tard qu'hier, des propositions pratiques en direction des autorités, des plus hautes autorités de ce pays, en vue d'examiner la possibilité de lever toutes les barrières et d'aller dans le sens de l'assouplissement de l'importation et de la fabrication de ces produits qui nécessitent des autorisations, qui nécessitent un véritable parcours du combattant pour, ne serait-ce que pour cette période un peu spéciale, facile. Ce produit est donc considéré comme étant une priorité en fait. Et en plus de cela, nous avons carrément, la décision est pratiquement prise, c'est de fixer les prix de ces produits.
prix fixés. Les solutions hydroalcooliques, les masques, les gants relèvent du régime des prix libres. C'est-à-dire que l'État n'a pas le droit. Oui. Sauf qu'il y a certaines dispositions de la loi sur la concurrence qui permettent à l'État, en cas de situation exceptionnelle, de pouvoir ou bien plafonner les marges ou bien fixer les prix. Et nous allons dans ce sens. Et il a été également porté à notre connaissance que malheureusement, beaucoup de personnes mal intentionnées, indélicates, procéder à la fabrication de gel dans des conditions clandestines au niveau de laboratoires clandestins ou d'ateliers clandestins et que la commercialisation s'effectue à travers les réseaux sociaux. Et ce sont des produits non conformes. Donc là aussi, il va falloir prendre une batterie de mesures. C'est une responsabilité de l'État. Voilà, là, on est dedans. En plein, moi, je voulais, dedans. Moi, je voulais dire que, comme le marché est libre, donc il y a l'offre et la demande, je pense que personne ne voyait cette crise arriver de cette rapidité. Donc la production de ces gels, si on avait déjà des prémices de cette crise, de cette pandémie, on aurait produit le nombre suffisant de ce produit. Donc c'est pour ça que les choses se sont accélérées. Effectivement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui fabriquent et il faut qu'on s'adapte, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Donc il y a une politique d'adaptation très rapide et des facilitations qu'il faut apporter à ce genre d'opérations qui vont répondre. Le département de l'industrie est également partie prenante, j'imagine, dans... Nous sommes là pour la production de ces produits et nous apportons tout notre appui à toute mesure qui va faciliter justement de mettre à disposition de nos citoyens, de nos entreprises, de ces produits. Et encore une fois, c'est pour l'intérêt public et non pas pour l'intérêt des entreprises, puisque bon... alors on ne parle pas des entreprises, on parle de l'intérêt public. Mais je vous pose la question à vous en tant qu'entreprise, il nous reste environ, me dit-on, 5 à 10 minutes. Vous avez dit que tout cela, on ne le voyait pas venir, mais ceux qui sont dans l'économie réelle, eux, pouvaient voir les choses arriver. Le climat des affaires est très complexe. Il y a énormément pas de revendications, mais de demandes émanant des différents patronats, pas uniquement le forum, qui consiste à dire que l'entreprise est en difficulté et qu'il faut mettre des mesures urgentes. Alors, il y a eu des propositions émanant du forum, notamment à l'horizon de la loi de finances complémentaire qui doit être sûrement mise en place par le pouvoir public. Quelles sont, selon vous, les priorités à y intégrer? Ah oui, les propositions, nous on se ressent sur notre rôle, qui est réellement un rôle de force de proposition et partenaire des pouvoirs publics, sur le plan économique, bien entendu, exclusivement économique. Et nous, on n'a pas attendu, je pense, la crise, cette crise de pandémie ou ce virus-là pour faire des propositions. Nous avons commencé déjà depuis le mois de septembre pratiquement passé à faire des propositions sur l'ensemble et on a parlé de mesures d'urgence à prendre pour soutenir l'économie d'une manière générale et l'entreprise d'une manière particulière et mettre cette entreprise comme axe principal de toute la réflexion économique du pays. Bien entendu, nous on voit à travers l'interview le poids de la bureaucratie. Parce que nous, je pense, un des principaux risques aujourd'hui qui risque complètement notre économie, de danger, c'est ce poids de l'administration et le temps de l'administration qui nous coûte une fortune. Entre la décision d'investir à exécuter ou importer ou s'adapter, moi je pense qu'on vit une situation exceptionnelle, alors on a besoin d'aller chez ce type de producteurs et d'entreprises, les soutenir et leur donner les autorisations en temps T. On ne peut pas aujourd'hui prétendre. Il y a des choses qui dépassent. Je pense qu'il y a de la volonté sur ça, comme l'a bien expliqué monsieur le secrétaire général et le représentant du ministère de l'Industrie a une bonne volonté, et tant mieux. Mais juste pour rappel qu'il y a des choses aussi à prendre aujourd'hui. Il y a la prise économique, adossée en plus à cette crise-là aujourd'hui de coronavirus, qui risque complètement d'emmener des pans entiers de l'économie disparaître. Des acteurs économiques qui existent de père en fils risquent de fermer. Moi, je pense qu'il faut réellement qu'on s'adapte. Des pays sont en train de le faire. Nous aussi, on doit le faire. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont être prises en charge et on fait confiance à notre gouvernement sur ça. Mais juste, l'acteur économique, malheureusement, est un acteur très, très vulnérable, très fragile. On n'a pas des acteurs économiques joue quand même contre le tissu entrepreneurial, même s'il y a eu une prise de conscience. L'équation pandémie, crise économique et aussi temps de l'administration, parce qu'il y a toujours un décalage entre le temps de l'administration et le temps de l'entreprise. C'est pour ça que peut-être là, on doit réellement parler de crise et de situation
exceptionnelle. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une crise ordinaire. On parle de cas de force majeure. Des pays ont déclaré des cas de force majeure. C'est des cas de force majeure et on doit adapter. Il y a des autorisations aujourd'hui qui sont en cours, où vous prenez un permis de construire qui doit être renouvelé, une autorisation d'exploitation, tout ça, bah, vous avez le vide, on n'exploite pas. Qu'est-ce qu'on fait dans quelques mois? Est-ce qu'on accompagne? Ben, il faut autoriser tout ça. Il faut autoriser. Est-ce que les charges sociales baissent? Est-ce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et qui vont peut-être être, je pense, prises en charge. Mais la banque, encore une fois, qui est un acteur bloquant, et même si vous partez aujourd'hui donner des autorisations à ramener, est-ce qu'il va trouver de la matière première? La question, c'est que vous avez un monde qui cherche le même produit et ils vont fermer des pays entiers. Et justement, là, une question pour vous, au nom de Saïdal, bien entendu. Vous êtes la présidente directrice générale récemment installée et on vous remercie d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'aujourd'hui, Saïdal est en mesure de... Si on devait s'orienter vers une pandémie de niveau 2, voire de niveau 3, d'intensité, telle que nous avons pu le constater dans des pays proches en Europe, est-ce que Saïdal, qui est le plus grand laboratoire pharmaceutique, est en mesure de fournir l'Algérie en médicaments, ne serait-ce que pour traiter le virus? En tout cas, les signes, évidemment, il n'y a pas de... Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore primordial, mais depuis 2 jours, nous avons créé au sein de l'entreprise des cellules de crise pour la réflexion sur, je dirais même peut-être l'opportunité de cette crise par rapport à certains produits de Saïdal. Et là, je ne dirais pas plus parce que c'est une certaine gamme qui a un certain effet positif et que nous fabriquons et que nous savons fabriquer, et peut-être des produits aussi qui a été testé dans le cadre de... Non, qui sont déjà connus, qui sont sur le marché, mais la demande va accroître, donc ce serait une bonne chose pour nous. Deuxième chose, aussi, nous avons des revues scientifiques, nous avons des contacts scientifiques par rapport à des molécules qui pourraient soigner une forme de coronavirus. Et là aussi, nous avons commencé nos contacts par rapport à la possibilité d'avoir ces molécules et c'est rapide. Avec notre centre de recherche, nous avons un centre de recherche et développement, la production et vous voulez dire que Saïdal est à l'avant-garde de la recherche au niveau mondial, c'est bien ça? Je dirais non, au niveau du générique, parce que nous sommes des génériqueurs. Donc nous avons un centre de recherche et développement qui développe du générique. Donc quand vous avez déjà le centre de recherche avec son expertise et son expérience, on pourra aller un peu plus vite que quelqu'un qui n'a pas, une entreprise qui n'a pas un centre de recherche et développement. Un dernier mot. Donc ça, c'est sur les axes sur lesquels nous basons, avec le système veille qui est vraiment mis en exergue. Très bien, merci Madame Al-Qassem. Un dernier mot, Monsieur Bendif, par rapport à la facilitation et à l'accompagnement. Vous dites qu'il n'y a pas de mesures précises, en tout cas émanant du gouvernement, pour aider les entreprises à ne pas mettre la clé sous le paillasson, puisqu'on est en train de voir la crise s'installer et énormément de difficultés à venir. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour rassurer l'opérateur, pour qu'il y ait un rapport de confiance? Moi, je pense que les efforts doivent être de la part de tous les acteurs. Donc, il n'y a pas uniquement le ministère de l'Industrie, nos collègues du ministère du Commerce, le ministère des Finances, tous les départements ministériels. À haut niveau, je sais qu'il y a un grand travail qui se fait et que tout à l'heure, j'ai dit que peut-être on ne s'attendait pas que ce virus se propage de cette rapidité. Et je vous donne un exemple, c'est que nous avons notre corps diplomatique en Chine. Même en Chine, ils avaient des difficultés. Ils nous ont sollicité de leur fournir les masques. Les masques qu'on appelle bavettes. Les masques et les gels et les vêtements adéquats. Donc, pour vous dire que dans ce genre de situation, même les pays les plus développés se retrouvent démunis. Et est-ce qu'on peut se targuer devant cette que les entreprises locales qui les produisent vont en produire davantage, parce qu'il y a également un besoin... Justement, parce qu'il y a une décision de Monsieur le Président de la République de ne pas exporter ce genre de produits, justement, pour assurer répondre aux besoins nationaux. Donc c'est une très bonne décision et qui va justement, ça c'est une des mesures qui va justement régler en partie cette crise. Karim Gage. Merci. Donc je pense que l'essentiel a été dit. Nous sommes dans le dur, nous sommes en plein dans la crise. Les effets ne se font pas
actuellement ressentir, mais il est très probable que dans quelque temps, il va y avoir des effets en chaîne qui vont affecter. Et je tiens à rappeler que les 5 principaux fournisseurs de l'Algérie sont frappés de plein fouet par ça. Oui. Et pour nombre d'entre eux, ils ont carrément fermé leurs frontières. Donc heureusement qu'aujourd'hui, nous disposons de stocks qui nous permettent de faire tourner la machine. Ceci dit, il va falloir que nous faisions preuve d'imagination, qu'il va falloir que nous faisions preuve de réactivité et que nous faisions preuve aussi d'anticipation et surtout d'imagination. Merci Karim Guesh. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère du Commerce. Merci à vous, Sami Agli, président du Forum. Merci Madame Akassem Fotoum, présidente directrice générale de Saïdal. Et merci à vous, Hossein Bendif, directeur général par intérim de la gestion du secteur public marchand. Nous arrivons au terme de ce débat qui s'est voulu d'actualité, le premier débat de la semaine éco depuis son retour. Donc, nous sommes encore une fois ravis de vous accompagner jusqu'à la fin de la saison en débat économique de manière hebdomadaire. Vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous souhaite une bonne suite des programmes et la rediffusion sur notre chaîne prévue demain matin à 11h. Très bonne soirée à tous.